Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à cette petite chose, et pour une fois c'est vraiment petit, c'est vraiment tout petit, un mini PC de chez Minis Forum, le UM790 Pro, qui malgré sa taille en a tout de même sous le capot. On va voir ça juste après la petite sponsor, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24, avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo, et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé, car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour, et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Alors les mini PC, c'est vrai que c'est un format qui prend un petit peu de l'ampleur ces derniers temps, et c'est un petit peu comme les machines type Steam Deck, c'est des formats qui me sont un petit peu passés à côté, je les ai jamais vraiment essayés. Du coup, quand Minis Forum m'a contacté pour me demander si je souhaitais en tester un, j'ai dit pourquoi pas. Dans un premier temps, on m'avait proposé un modèle de chez Intel en génération 13, mais j'ai demandé si je pouvais pas plutôt tester un modèle avec un SoC AMD, puisque bon, on le sait, la partie graphique chez Intel sur les générations antérieures à Meteor Lake, c'est pas trop ça pour le gaming. Et même si ce sont pas des machines taillées pour le jeu, on va malgré tout voir ce que ça permet de faire dans les jeux aussi. On est chez VCG quand même. Du coup, l'UM790 Pro, alors, il est équipé d'un processeur Ryzen 9 7940HS, d'une partie graphique Radeon 780M, 32 Go de DDR5, 5600 MB transfert et 1 Tera de stockage en SSD Gen 4. En ce qui concerne le processeur, le 7940HS, c'est du Zen 4, architecture Phoenix en 8 corps, 16 threads, et une partie 780M. Et est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? Oui, c'est la même puce qui équipe le Ryzen 8700G qu'on avait testé sur la chaîne il y a quelques mois. Et c'est vrai que la gamme Ryzen 8000 AM5 m'avait laissé plutôt perplexe. 8700G, point de vue performance applicative, pas grand chose à redire. C'est du Zen 4 8 cœurs, donc plutôt performant, et c'est assez proche d'un Ryzen 7700 classique. Par contre, comme ce sont des puces destinées aux PC portables, ou maintenant mini PC comme celui-ci, il a des limitations au niveau des lignes PCI Express ou la quantité de cache L3 qui est divisée par 2 vis-à-vis des Ryzen 7000, ce qui fait que pour un combo carte graphique processeur classique, c'est moins bon qu'un Ryzen 7000. Et la partie graphique, le Ryzen 780M, bien que ce soit sympatoche, c'était pas forcément cohérent d'un point de vue performance-prix, puisqu'on peut faire un combo carte graphique processeur bien plus performant en jeu qu'un 8700G tout seul. Donc pour les PC de bureau, c'était pas hyper cohérent. Et ma conclusion à l'époque, c'était le prix de plus de 350 € pour le 1700G à sa sortie n'était pas bon pour juste cette APU, et le format desktop au détail ne me paraissait pas non plus hyper adapté. Soit il aurait dû être beaucoup moins cher pour l'entrée de gamme, soit la partie graphique doit être bien plus performante pour justifier le tarif. Du coup, ça nous ramène au mini PC avec la même puce, et ce qui change, c'est très clairement le format. C'est vraiment ça le plus impressionnant ici, c'est que c'est vraiment très très compact, puisqu'à l'intérieur de cette petite boîte de grosso modo 13 cm sur 12.6, 5.2 cm en hauteur, on a un PC complet. Boîtier, carte mère, processeur, RAM, SSD, carte réseau, ventilateur, radiateur. Pour l'alimentation, par contre, c'est un petit peu comme avec les PC portables. On a une brique d'alimentation externe, et au niveau de la taille, c'est quand même assez imposant par rapport au PC lui-même. Au niveau des connectiques, on a 4 ports USB 3.2 Gen 2 à l'arrière, on a 2 ports USB, USB-C, USB 4 sur l'avant de la machine, on a également un port jack sur l'avant. Pour le réseau, on a un port Ethernet 2 Go 5 à l'arrière, mais on a aussi le support du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, et on a aussi un petit bouton sur l'avant de la machine pour reset le BIOS. Donc au niveau des ports USB, ça nous fait 6 ports en tout, ce qui est correct, mais c'est pas l'opulence non plus, selon les usages qu'on peut avoir. Et au niveau de l'affichage, on a 2 ports HDMI 2.1, et on a aussi les ports USB 4 à l'avant, qui peuvent servir pour l'affichage avec un moniteur qui a la connectique pour. Donc 4 moniteurs maximum, c'est bien. Par contre, j'aurais clairement préféré avoir un HDMI et un port DisplayPort plutôt que juste 2 HDMI. Mais bon, ça c'est un avis perso.
Et on retrouve aussi un câble HDMI qui est fourni avec le PC. Et au niveau du bundle d'ailleurs, alors dans la boîte, on retrouve aussi une notice en papier, et c'est très bien puisqu'il y en a de moins en moins des notices papier. On a les câbles d'Alim, on a un support VESA pour pouvoir fixer le mini PC derrière un moniteur par exemple, ce qui peut être pratique. Et au niveau longueur des câbles, pour le câble d'Alim, on a 1m10 jusqu'à la brique, et on a aussi grosso modo 1m10 en plus pour le cordon d'Alim lui-même. Donc un petit peu plus de 2 mètres en tout, ce qui est plutôt correct. Par contre, au niveau de la longueur du câble HDMI, c'est un petit peu court, avec un petit peu moins d'1 mètre de longueur, connecteur inclus. J'aurais aimé au moins 1m50, c'est vrai que là, moins d'1 mètre, ça fait quand même très court. A savoir aussi que les PC sont disponibles en plusieurs configurations. Vous pouvez trouver le format Barebone, qui est exactement le même, mais vous devez rajouter vous-même la RAM et le stockage, de votre choix du coup, pour 500 €. Il y a la config du jour, avec 32 Go DDR5, 5600 mégatransfert et 1 Tera de SSD en Gen 4 pour 680 €. Et enfin, il y a aussi une version avec 64 Go de DDR5, 5600 mégatransfert, le même SSD de 1 Tera Gen 4 pour 780 €. En ce qui concerne les finitions et l'aspect perso, je trouve ça plutôt propre et sobre. On voit que sur les côtés du boîtier, on a des grilles d'aération des deux côtés, ainsi que 2 fentes à l'arrière, et sur le dessous, on a également une grille d'aération. Au niveau de la RAM, on est sur de la DDR5 5600 mégatransfert CAS46 qui tourne au spec GDEC. Ça veut dire que c'est de la RAM plutôt basique mais fonctionnelle et normalement très stable. Par contre, on sait que la RAM a un impact important au niveau des performances en jeu pour la partie graphique intégrée. On l'avait vu avec le 8700G, donc déjà d'emblée, on sait qu'ici, on sera en dessous du 8700G que j'avais testé, qui était en DDR5 6000 mégatransfert CAS30, et on avait aussi testé avec des fréquences plus élevées. Donc 32 Go, 5600 mégatransfert pour de l'applicatif, ça fera le taf. Pour les jeux, c'est pas ce qu'il y a de plus opti. Au niveau du SSD, alors c'est du Kingston, et la référence, c'est un OM8 PGP 41024Q-A0. Bon, c'est SSD pour les OEM, je sais pas exactement si ça correspond à une référence grand public, j'ai pas trouvé d'infos claires là-dessus. Mais je vous mets quand même les résultats du Crystal Mark que j'ai effectué avec, pour vous faire une idée. Et on a aussi une licence Windows 11 Home qui est fournie avec la machine, donc bon, c'est du clé en main, on va dire, tout est prêt pour pouvoir l'utiliser. Et au niveau des performances maintenant, alors, au niveau du processeur, c'est la même puce que le 8700G, donc du Zen 4 Phoenix 8 core 16 threads, mais avec une limite de consommation plus stricte que le 8700G, puisqu'ici c'est 65 watts maximum. Niveau consommation, température et bruit d'ailleurs, alors, au niveau de la consommation du PC à la prise, en idle, on est sur 36 watts, et en charge au maximum, j'ai noté 90 watts à la prise en stress test, et au bout de 20 minutes de charge au niveau température, pour le processeur, on est sur 84 degrés, ce qui est correct, on est sous le TJ Max de 95 degrés pour Zen 4. Au niveau bruit en charge, on est sur 41.4 dBA à 1 mètre, ce qui est dans l'absolu plutôt discret. Par contre, c'est un bruit type PC portable, on va dire, mais c'est normal, vu le format, c'est un petit ventilo qui doit tourner assez vite, et ça crée un bruit moins agréable qu'un ventilo de 120 de PC de bureau, qui mouline beaucoup plus doucement et qui ne produit pas le même type de son. Donc point de vue nuisance sonore, c'est pas un bruit que j'apprécie on va dire, mais clairement c'est loin d'être horrible. Et en dehors de faire tourner le processeur à 100% en charge sur de très longues périodes, le PC est quand même vraiment plutôt discret, même en jeu. Par contre oui, vous voyez les ouvertures ici, pour l'aération, faudra probablement faire attention en ce qui concerne l'accumulation de poussière, vu qu'on n'a pas de filtre ici, ce sont juste des grilles. Donc faudra probablement le nettoyer ou passer un coup de soufflette assez régulièrement. Du coup, on va maintenant aller voir ce que ça donne du point de vue benchmark pour le processeur en le comparant à une paire de processeurs PC de bureau classique. On commence avec Blender Open Data, et ici on voit que notre mini PC arrive entre un Ryzen 7600 et un 7800X 3D de PC de bureau, ce qui est vraiment très honorable pour un processeur limité à 65 watts de conso. Et même vis-à-vis d'un 13600K, le petit PC est vraiment loin d'être ridicule. Par contre, oui, évidemment, des processeurs plus costauds, type 14700K, sont bien plus performants sur ce type de tâches, et un 14900K serait probablement sur un x2, avec une consommation bien plus élevée que x2 par contre. Et justement, si on regarde Cinebench R24, alors en single core, ici aussi on voit que le processeur du petit PC vient se caler tout juste derrière les Ryzen 7000, pour PC de bureau, et le 13600K, ce qui est là aussi tout à fait honorable. Et pour Cinebench R24 en multicore maintenant, avec la consommation à la prise pendant le benchmark, on peut voir qu'ici encore, le petit PC s'en sort vraiment bien.
pour moins de 90 watts à la prise. On est certes tout juste en dessous du 7800X3D au niveau des performances, mais celui-ci consomme bien plus dans ces conditions-là, et la Ryzen 7600 qui est en dessous du petit PC, consomme lui aussi plus que le petit PC. Donc d'un pur point de vue efficacité énergétique, en charge, on est vraiment très bon. Et si on compare au 14700K, alors oui, on est sur un x2 au niveau des performances, mais au niveau de la consommation, on est sur quelque chose de quasiment multiplié par 5, ce qui est quand même monstrueux. Alors après, on sait que les Intel Gen 13 et 14 de PC de bureau ne sont pas vraiment des modèles d'efficacité énergétique, surtout avec les BIOS qui laissent la consommation s'envoler, comme c'est le cas ici. Alors j'ai aussi fait un petit test au niveau encodage, puisque ça pourra intéresser dans certains usages. Alors j'ai divisé les résultats en deux, avec d'un côté l'encodage software, donc qui utilise uniquement les corps du processeur, et à droite c'est de l'encodage avec la partie graphique du processeur, donc ce qu'on appelle un encodage hardware. Bon, ce qu'on note d'emblée, c'est que pour le H264 en software, le processeur n'est pas si loin derrière la partie GPU. Par contre, pour le H265 et les V1, alors clairement la partie graphique met une tarte au processeur, surtout pour les V1, qui est vraiment très compliqué pour le processeur, là où la partie graphique, au final, encode à peu près à la même vitesse, peu importe le format. Donc c'est vrai que pour de l'encodage, ce petit PC peut faire des choses intéressantes. Donc ça, c'est la partie applicative, et grosso modo, rien qu'avec ces quelques résultats, on voit que notre petit PC ici arrive quelque part entre un Ryzen 7600 et 7700 de PC de bureau en multicore, et en single core, on n'est pas très loin derrière les deux. Pour la partie gaming maintenant, alors c'est une partie graphique intégrée, et j'ai procédé comme avec le 8700G, j'ai enregistré des séquences où j'utilise la machine en jeu, et ensuite on aura quelques graphes récapitulatifs, avec des benchmarks et tout ça. Si vous voulez aller directement au graphique, utilisez les timecodes. On commence avec Apex Legends. Bon. Là j'ai mis quasiment tout au minimum, en dehors des textures, puisqu'on peut pousser les textures au maximum, puisqu'on n'est pas limité par une quelconque mémoire GPU, puisque là on passe par la mémoire système, on a 32 Go, on a largement de quoi voir, du coup ça permet au jeu de rester quand même relativement joli. Et ici on voit qu'au niveau des performances, jusqu'ici c'est plutôt correct, on va voir si on arrive à survivre plus d'une minute, ce qui évidemment... Apex, c'est un jeu avec des équipes, et là, je suis tout seul. Pour pas embêter d'autres personnes pendant que je teste. Et surtout qu'en plus, je connais pas du tout le jeu. Je suis nul. On voit qu'il y a des petites fluctuations. C'est pas méga stable. Alors après, c'est un jeu DirectX 11, on sait que c'est pas le point fort des cartes AMD, donc du coup des APU d'AMD, qui explique aussi peut-être cela, mais bon, c'est aussi un truc qu'on va voir assez régulièrement avec le 780M, et c'est quelque chose qu'on avait déjà pu voir aussi avec le 8700G, qui a donc la même partie graphique. C'est qu'au niveau de la stabilité des FPS, c'est pas toujours ça. Donc, je dirais que le mieux à faire en réalité, c'est de caper les FPS, pas les laisser libres comme ça. Par exemple, si on capait à 60 FPS, le résultat serait probablement meilleur. Malgré tout, bon, pour ce jeu-là, ça se passe pas trop mal, hein. En réalité, c'est très jouable, et on pourrait même sûrement pousser les détails un petit peu, en capant les FPS à 60 aussi. Donc pour du 1080p natif, je trouve que pour ce jeu-là, du moins, ça se passe pas si mal que ça. Pour Final Fantasy XIV, comme on peut le voir ici, c'est quand même assez compliqué pour la 780M, puisque j'ai quasiment tout mis au minimum. Et ça reste quand même difficilement au-dessus des 40-50 FPS. De temps en temps on est à 60 et plus, quand c'est un petit peu moins chargé à l'écran. Mais comme on peut le voir ici, ça galère, et j'ai aussi mis le FSR, donc on est en 1080p, FSR Quality. J'ai mis les détails quasiment tout au minimum, malgré tout ça. On voit que sur le benchmark ici, c'est quand même très compliqué. Donc pour ce jeu-là, je pense que malgré tout, il doit y avoir moyen de le rendre jouable, mais il faudra pas s'attendre à tourner vraiment très rapidement, je dirais dans les endroits les plus chargés, et il faudra faire des concessions, ça c'est clair. Alors on est maintenant sur Overwatch 2, comme vous pouvez le voir ici au niveau des performances, c'est pas trop mal, on est à plus de 100 FPS la plupart du temps en moyenne, on voit qu'au niveau des 1% on est forcément un cran en dessous, on maintiendra pas les 100 FPS tout le temps, et c'est un petit peu dommage, on est en 1080p natif, on est en détail bas, donc les détails médiums c'est un petit peu plus compliqué, mais c'était jouable aussi je dirais. Donc le jeu pourrait maintenir les 60 FPS constants je pense,
même si on mettait la V-Sync et tout ça, ça devrait passer. On a aussi le choix d'utiliser le FSR. Par contre, bon, j'ai essayé le FSR, ben ça marchait pas sur le titre, hein. Tout du moins je gagnais rien au niveau des FPS moyens. Par contre, on gagnait sur les 1%. Donc est-ce que ça vaut le coup de perdre en qualité d'image encore plus pour grappiller sur les 1%? Bon, ça je dirais c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, pour ce jeu-là, ben, on peut jouer avec. C'est pas les meilleures conditions possibles pour jouer à ce type de jeu. Mais c'est vrai qu'avec un moniteur 1080p 60, bah ça fait l'affaire. Alors, en ce qui concerne Baldur's Gate 3, bon, c'est assez compliqué d'avoir beaucoup de FPS sur le titre. Après, l'acte 3, c'est un des endroits les plus exigeants du jeu, au niveau des FPS, et au niveau processeur aussi. Par contre, on voit que la partie graphique galère un petit peu également. Bon, après j'ai envie de dire, ça reste plutôt jouable ici, mais on est quand même en 1080p, détail bas, avec les textures en élevé, hein, puisqu'on peut très clairement les utiliser, et avec le FSR en mode quality. Bon, comme on vient de le voir, hein, on a des chutes parfois sous les 30 FPS, mais j'ai envie de dire, sur ce jeu-là, on peut faire avec. C'est pas un jeu rapide, c'est pas un jeu où on a besoin des tonnes de FPS, même avec 20 FPS en réalité, on peut jouer à Baldur's Gate 3. C'est pas l'expérience la plus agréable, mais ça passe. Bon, c'est vrai que les détails bas avec les textures en détails élevés, ou même ultra, pour aller jusqu'en ultra, c'est un compromis intéressant malgré tout. C'est pas trop moche, bien évidemment la distance d'affichage, les ombres et tout ça sont pas au top, mais le jeu reste relativement propre, et pour, encore une fois, un mini PC, c'est pas si mal que ça, on peut faire avec. Alors, pour Counter-Strike 2, bon, comme on peut le voir ici, ça tourne aux alentours des 100 FPS de moyenne, on va dire, mais pour arriver à ce niveau-là, faut jouer en 1080p avec le FSR d'activer en mode quality. C'est le FSR1 sur le titre, il n'y a pas le FSR2, et on est aussi avec des détails compétitifs. Donc, ça rend pas le jeu très très beau. Après, bon, CS2, hein, c'est pas un jeu auquel on joue pour la beauté des graphismes. Ça tourne, je dirais que c'est pas des conditions idéales. On aura des chutes au niveau des 1%, comme on vient de le voir ici, parfois sous les 60 FPS. Donc, on peut faire avec, encore une fois, en solution d'appoint, ça peut aller, mais c'est clairement pas des conditions excellentes pour jouer à CS2, mais enfin, 1080p 60, encore une fois, on peut se dépatouiller. Alors, on enchaîne avec Days Gone, c'est un jeu un petit peu plus ancien, malgré tout, c'est un jeu qui reste quand même relativement exigeant. On est en 1080p médium, il n'y a pas d'upscaling sur le jeu, d'emblée, donc si on veut utiliser l'upscaling, il faudra passer soit par le RSR, ou des solutions comme Lossless Scaling, mais d'emblée, c'est quand même assez compliqué. Le 1080p natif, bon, à part si on vise les 30 FPS de moyenne, là ça doit aller, et encore je suis pas sûr que ça les maintienne partout dans le jeu. Donc 40 FPS environ ici, c'est pas incroyable, et moi, hein, la meilleure solution pour gagner en performance, c'était de passer en 720p. Mais je pense qu'avec de l'upscaling sur le titre, ça doit être quand même un petit peu mieux. On va passer en 720p pour voir. Donc voilà, là je suis passé en 720p, bon on peut le voir d'emblée, hein, on a gagné quand même quasiment le double au niveau des performances. Donc ça se passe quand même beaucoup mieux en 720p, donc clairement, hein, je pense qu'avec le RSR ou Lossless Scaling au niveau de l'upscale, ça doit permettre de jouer au jeu avec au moins, je dirais, du 40-50 FPS la plupart du temps. Donc on peut jouer comme ça, hein, ça passe, c'est pas optimal, mais on peut faire avec. Alors on est maintenant sur The Finals, c'est intéressant ce jeu-là puisque c'est un jeu compétitif, mais c'est un jeu Unreal Engine 5, et pourtant, au niveau optimisation, il est pas mauvais du tout. Alors on est en détail bas, on est en 1080p natif ici. Bon, on voit qu'on tourne aux alentours des 60-70 FPS, ce qui est pas si mauvais que ça dans l'absolu pour un jeu Unreal Engine 5. Bon là, c'est une carte d'entraînement, elle est pas énorme, c'est peut-être pas les conditions les plus extrêmes non plus, mais j'ai quand même envie de dire, pour le 780M, c'est pas si mal que ça. Alors évidemment, je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir mieux en utilisant de l'upscaling. Après j'avais laissé la distance d'affichage en élevé, puisque ça n'a pas l'air d'impacter les performances de trop, et ça rend le jeu pas trop moche. Où est-ce qu'on voit pas trop bien à travers? Ouais, c'est ici. Alors, on peut mettre le FSR en mode quality, mais moi, je préfère le rendu, par exemple, du XeSS Quality sur le titre. L'image est un petit peu plus stable, et ça fait gagner un petit peu en performance. Donc,
Là, on voit qu'il y a peut-être moyen, je dirais, d'avoir 60 FPS, je dirais, relativement constant. Après, il y aura des fluctuations de FPS, et si on met le FSR, est-ce que ça change beaucoup? Ouais, alors le FSR est quand même plus léger que le XISS, hein, ça on le sait. Très clairement, ça permet d'avoir de meilleures performances. Après, bon, après c'est un petit peu moins stable au niveau de ce qui se passe à l'écran. Mais c'est vrai que si on cherche plus de performance, c'est peut-être mieux de jouer comme ça. Alors, pour Ghost of Tsushima, qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur PC, on est en 1080p Medium. Comme on peut le voir ici, ben c'est quand même assez compliqué. On est autour des 30 FPS, c'est pas incroyable du tout, et on a du mal à les maintenir. Donc, bon, après c'est un endroit ici un peu compliqué quand même, hein. Je pense qu'il y a d'autres endroits dans le jeu où ça se passe un petit peu mieux, mais là, très clairement, faudra modifier les options. Donc, on va passer en détail bas, déjà, pour voir ce que ça donne. Alors, hop, on a gagné environ 5-6 FPS de moyenne, ce qui est pas un mauvais gain. Bon, au niveau des graphismes, bon, on n'a pas perdu tant que ça. C'est quand même un peu moins joli, hein, très clairement. Mais j'ai envie de dire, on pourrait faire avec. Mais si on voulait plus de performance, faudra probablement passer par l'upscaling. Parce que je pense qu'on maintiendra pas les 30 FPS partout. Alors évidemment, on a le choix entre le FSR, hein, le FSR 3.1 qui a été rajouté sur le titre il y a quelques jours. Et on pourrait aussi passer par le XISS. Mais c'est vrai que le FSR 3 était pas si mauvais que ça sur le titre. C'est probablement un des meilleurs exemples pour l'instant. Donc là, on voit qu'on est passé aux alentours des 50, hein, c'est pas si mal que ça. Alors le jeu est un petit peu moins net, mais j'ai envie de dire. Au niveau de la fluidité et au niveau de la stabilité des FPS, c'est quand même un petit peu mieux. Très clairement, à choisir, je préférerais jouer comme ça. Alors après, pour les plus taquins, on pourrait peut-être pousser avec le Frame Generation. Ça devrait fonctionner. Peut-être pas de manière optimale, mais on peut regarder ce que ça donne. Vu qu'il est disponible même sur ce type de matos. Alors, si j'arrive à le trouver, parce que là, au niveau de la transparence, c'est compliqué. Pas tout en bas là, ouais. Alors, Frame Generation, clic clac look. On est sur, ouais, ça fait gagner en performance, hein, mais pas tant que ça. Après, on perd encore un peu sur la qualité d'image. Est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas certain, hein. Ça se ressent pas trop au niveau de la latence et tout, enfin la manette, hein, du moins. Mais à choisir, je pense que je jouerai sans le FrameGen ici, hein. On gagne pas assez vis-à-vis juste du FSR tout seul. Puisque bon, faut pas oublier, hein, que ce soit le FrameGen ou le FSR, c'est pas gratuit. Ça a un coût aussi au niveau des ressources. Et c'est vrai que parfois en cumulant les deux, en utilisant l'un et l'autre, dans certaines conditions, c'est vrai que pour l'APU, c'est un peu compliqué. Là, j'ai quand même envie de dire, je préfère quand même sans le FrameGen. Alors, pour Horizon Forbidden West, on est en 1080p détail médium, et comme on peut le voir ici, bon, on est clairement pas confortable du tout, on est en dessous des 30 FPS, ce qui est quand même assez compliqué. Donc là, j'ai envie de dire, on peut essayer de baisser les détails en détail bas, ce qui devrait permettre de gagner quand même un petit peu en performance. Après, les détails bas, généralement, ça passe, hein, sur les jeux Nixis, c'est souvent les détails très bas où ça devient vraiment très moche. Après, bon, quand même, ouais, c'est vrai qu'au niveau des textures, là, ça pique. Après, je pense qu'on peut faire, enfin, mettre les textures en élevé, même, hein, ça n'a pas trop d'impact sur les perfs, avec un APU. Et c'est tout de suite beaucoup plus propre. Donc, en détail bas, c'est pas suffisant, hein, je dirais. On tourne vraiment trop proche des 30. Et je pense qu'on sera obligé de passer par l'upscaling. Alors, FSR Quality, ouais, on est passé un petit peu plus franchement au-dessus des 30. Malgré tout, je pense qu'on les maintiendra pas partout. Donc, c'est pas génial, hein, quand même. Alors après, pour les motiver, on peut faire avec, hein.
très clairement, en dehors de baisser encore plus la qualité du FSR, enfin de l'upscaling, c'est quand même un petit peu compliqué. Et le truc qui est dommage, hein, c'est que activer le frame generation par exemple, c'est pas une solution vraiment hyper adaptée dans ces conditions-là. Parce que certes, on va passer aux 60 fps, mais déjà, vu que ça fait un petit peu le yo-yo, on va descendre un peu de temps en temps. Au niveau du temps de réponse, c'est pas idéal. Et au niveau de ce qui est affiché, on aura peut-être un petit peu plus de bugs d'affichage de temps en temps. Après, bon, si on n'a pas le choix du tout, je dirais, ou si on est content de jouer comme ça, pourquoi pas, hein. Ouais, je dirais que ça me gênerait un petit peu. Parce que du coup, on a l'impression qu'il y a une sorte de motion blur qui est activé tout le temps. Mais je pourrais comprendre que certains préfèrent jouer comme ça. Bon, chacun son truc, hein, mais bon, sur ce jeu-là, c'est quand même un petit peu compliqué pour l'APU ici, enfin pour le mini PC, quoi. Alors, autre portage de jeu PS5, Spider-Man Miles Morales, et ça tourne pas trop mal, hein. On est en 1080p médium, sans upscaling. Et ma foi, on est quand même plus confortable que sur Horizon Forbidden West, par exemple. Il y a carrément plus de marge ici. On pourrait déjà baisser les détails en médium, et voir ce que ça donne. Enfin, en low, plutôt. Détail bas. On va quand même réaugmenter la qualité des textures. On peut même les passer en élevé. Ça devrait pas avoir d'impact sur les perfs. Et là on tourne aux alentours des 48. C'est pas trop mal, hein. C'est pas trop moche non plus. Donc bon, je pense que très clairement, il y a moyen de maintenir du 30 fps stable. Les 40 fps, je pense qu'on les tient pas tout le temps comme ça. Et on peut rajouter, évidemment, du FSR, ce qui devrait aider à les atteindre, hein, peut-être même les 60. Hop, FSR en mode quality. Bon, alors évidemment, on aura les artefacts du FSR classique, et on voit qu'on est quasiment aux 60 fps. Donc on n'y est pas totalement, mais on est vraiment pas loin. Et dans les grandes lignes, bon, j'ai envie de dire, on peut jouer comme ça, hein. Alors sur Fortnite, bon, j'ai fait plusieurs tests. Là, on est sur le render DirectX 12 et on est en détail bas. Et on voit que bon, ça se passe pas si mal que ça. Alors le jeu est pas très joli, hein, comme ça, c'est très clair. Mais bon, on est au-dessus des 100 fps la plupart du temps. Par contre, bon, Fortnite a toujours ce problème de stutter avec le l'Unreal Engine. Malheureusement, quand on réinstalle les drivers, quand il y a un nouveau patch et tout ça, ça risque de laguer pas mal. Et il n'y a qu'au bout d'un certain temps, après avoir joué beaucoup au jeu, que le jeu stutter moins. Donc bon, là avec le render DirectX 12, on voit qu'on tourne à plus de 100 fps la plupart du temps. Alors je dis pas que dans les grosses scènes d'action et tout, il y a sûrement que ça va descendre un petit peu en dessous. Mais bon, on voit qu'on peut faire avec, hein. On peut jouer à ce jeu-là relativement correctement, et je pense qu'on peut maintenir les 60 fps constants. Mais la plupart du temps, ça devrait aller, avec un cap de FPS, donc pourquoi pas. Alors toujours sur Fortnite, on est passé sur le render DirectX 11. Bon, comme on le voit, hein, ça tourne un petit peu mieux qu'avec le render DirectX 12. Alors après, évidemment, le jeu est beaucoup plus moche, mais ça augmente aussi un petit peu la visibilité. Enfin, grandement la visibilité aussi. Donc bon, l'un dans l'autre, ça rend le jeu quand même très jouable. Et là, limite, même avec un moniteur à haut taux de rafraîchissement, à 100 Hz, on n'est pas trop mal, hein, je pense. Donc on peut faire avec. Après, c'est vrai qu'on voit que les FPS, le framerate fluctue beaucoup, hein, le frame time fait le yo-yo assez souvent. Ça, c'est malheureusement un petit peu la maladie de l'APU. Mais bon, on peut jouer à Fortnite, hein. Si on met un cap à 60 fps par exemple, ça passe largement. Et c'est plutôt cool, hein, parce que ça reste un jeu plutôt populaire. Alors, on est maintenant sur Like a Dragon Infinite Wells. Bon, le jeu tourne pas trop mal. On est en 1080p, détail médium. On est sur du 30 fps quand même relativement stable. C'est pas trop mal. Au niveau du frame time et tout ça, ça se maintient pas trop mal. Alors après, ça nous laisse quand même pas mal de marge de manœuvre. Et en plus de ça, le TA du jeu de base est quand même plutôt mauvais. Comme on peut le voir déjà, par exemple, sur les lignes sur la route, ça scintille pas mal.
Et au niveau de ce qui se passe, au niveau des façades des immeubles et tout, on a quand même pas mal de flickering, c'est pas terrible. Donc on peut activer, du coup je pense que le XISS ça doit pouvoir passer et ça doit pas être trop moche. Alors là j'ai activé le XISS en mode quality, ce qui équivaut normalement le mode équilibré dans les autres upscalers, puisque Intel a eu la brillante idée de ne pas mettre la même échelle au niveau des upscalers, ce qui est absolument pénible. Ce qu'on peut noter, c'est que dans l'ensemble, c'est un peu plus soft au niveau de l'affichage, et on voit qu'au niveau de la stabilité de l'image, ben, c'est un petit peu mieux malgré tout, malgré une résolution assez basse en entrée, ça se maintient pas mal. On va quand même essayer le FSR en mode quality pour voir. Alors, on est maintenant en FSR en mode quality, bon comme on peut le voir déjà sur les bagnoles, hein, ça scintille déjà beaucoup plus que le XISS, même s'il était en équivalent de équilibré. Et même au niveau des lignes sur la route à distance, ça scintille beaucoup plus. Donc oui, le FSR, ici sur ce titre-là, ça rend pas très bien du tout. Par contre, au niveau des performances, bah on est à quasiment 60 FPS. À ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Après, en plus de ça, il y a le FSR 3 Frame Generation sur le titre, donc on peut aussi l'activer. Et vu les performances, ça devrait plutôt pas mal se maintenir. Alors là, j'ai activé le Frame Generation, en plus du FSR Quality. Bon, au niveau du gain, on est passé de 60 à 80 en gros. Ce qui n'est pas non plus un gain de performance et de fluidité incroyable. Et au niveau de la qualité d'image, c'est pas fifou non plus. Par certains côtés, j'ai quand même envie de dire que je préfère l'image finale avec le XISS, même si les performances sont un cran en dessous. Que bon, c'est pas un jeu où on a besoin de 5000 FPS non plus. Hein. Alors on enchaîne avec Hellblade 2, notre simulateur de promenade qui défonce des cartes graphiques. Alors, bon, on s'attendait pas à des miracles, mais en 1080p natif, évidemment. Tourne aux alentours des 20, ce qui n'est pas hyper surprenant. Et ce gros nuage est absolument immonde. Ok. Bon, je pense qu'on n'est pas franchement bien, et on sera obligé d'utiliser l'upscaling, puisque là on est déjà en détail bas. Par contre, comme on l'avait déjà vu au moment du test du jeu, le FSR 3 sur le titre est pas spécialement joli, particulièrement en 1080p. Donc on va d'abord essayer avec le TSR et on va le passer à 67%, ce qui équivaut au FSR DLSS Quality. Donc ce qui devrait nous permettre de gagner un petit peu, beaucoup en performance quand même, puisqu'on est passé de 20 à 30 environ. Même si ça n'a pas l'air méga stable. Mais bon, j'ai envie de dire, sur ce jeu-là, en vrai 30 FPS c'est utilisable. C'est tellement lent, et puis de toute façon il tourne à 30 FPS sur console, donc c'est pas un drame non plus. Bon alors une fois n'est pas coutume, on va voir ce que ça donne sur GTA V, c'est un jeu un petit peu plus ancien, mais c'est encore un jeu très joué. Là j'ai au niveau des réglages, on est sur du genre élevé, mais pas trop non plus. J'ai essayé d'éviter tout ce qui était anti-aliasing et compagnie. On va lancer le benchmark pour voir ce que ça donne. Bon alors je les appelle les premières parties du benchmark puisque c'est pas forcément ce qu'il y a de plus représentatif. La dernière partie c'est la plus intéressante puisque c'est là où ça se comporte un petit peu comme du vrai gameplay une fois qu'on sera parti sur la vue de l'avion. Donc bon, déjà ce qu'on peut noter là, c'est qu'on tourne aux alentours des 60 et là on est passé autour des 100 FPS. Donc c'est pas si mal que ça. Alors certes, le jeu est loin de tourner à fond, mais j'ai envie de dire, déjà comme ça, on peut jouer. C'est très jouable. On va voir ce que ça donne dans la scène en bagnole après, mais là je dirais, c'est pas mal du tout. Et au niveau de la séquence en bagnole, on voit qu'on tourne aux alentours des 80 FPS, alors c'est pas très stable. On voit qu'au niveau des 1%, on a des chutes sous les 60 de temps en temps. Malgré tout, je pense qu'avec un cap à 60 FPS, ça doit pas si mal se comporter que ça. Et on doit pas avoir tant de baisse que ça avec un cap. Donc c'est jouable, j'ai envie de dire. Pas incroyable, mais on peut faire avec. C'est pas pire que le jeu à sa sortie sur PS3, on va dire. Donc c'est déjà pas mal.
Bon alors pour la science, j'ai mis un cap à 60 fps pour voir un petit peu comment ça se comportait. Bon là, je suis pas surpris que ça descende en dessous. Mais sur la séquence un petit peu plus gameplay, ce sera intéressant de voir comment ça se comporte. Mais à mon avis, c'est la meilleure chose à faire hein, avec le petit APU pour avoir quelque chose, je dirais, de constant. Puisqu'on a vu à plusieurs reprises, quand on laisse les FPS libres, ça a tendance à faire beaucoup le yo-yo. Bon, et déjà là, on voit que bon, c'est pas parfait, mais ça fluctue beaucoup moins que si on laissait les FPS libres. Alors après, on voit qu'au niveau des 1%, on a des petites chutes, mais bon, c'est pas trop mal hein, dans l'ensemble, je trouve. C'est pas parfait, mais c'est sûrement plus agréable que de pas caper les FPS. Donc à mon avis, dans la plupart des jeux, je pense que c'est la meilleure chose à faire avec ce mini PC. Donc pour les perfs en jeu, pour le 1080p Medium, alors bon, en dehors des jeux compétitifs les plus légers ou des jeux plus anciens comme GTA V, bah clairement le petit PC est en difficulté avec ces réglages là hein, dans pas mal de titres, puisqu'on est souvent sous les 30 fps de moyenne, et on arrive du coup bien sûr 50 fps de moyenne sur le cumul de tous les jeux du panel, mais c'est grandement aidé par les jeux compétitifs. Si on baisse les détails en détail bas, bah, c'est un petit peu mieux sur la moyenne, on arrive à 60. Par contre, bah, les jeux les plus récents comme Hellblade 2 restent quasiment injouables en 1080p natif. Dans pas mal de cas, on arrive aux 30 fps, mais toujours pas méga stable. Mais tout de même, pour une paire de jeux, ça reste jouable. Et en 1080p Medium avec FSR Quality, donc avec de l'upscaling, alors il y a moins de jeux qui apparaissent ici, parce qu'il n'y a pas le FSR dans tous les jeux du panel, mais bon, c'est plus là à titre informatif qu'autre chose. Et ce qu'on note surtout, ben, c'est que parfois le gain avec le FSR peut être assez important, et parfois pas du tout. Et dans certains scénarios, ben, le FSR plus détail bas serait peut-être un petit peu plus adapté pour gagner en performance. Mais bon, déjà là, avec le FSR, ben, c'est quand même bien plus jouable dans un paquet de titres. Donc au final, ce mini PC, qu'est-ce que j'en pense? Alors, déjà pour moi, l'APU ici fait beaucoup plus sens que pour le 8700G PC de bureau, par exemple, puisque le format mini PC ben, est juste beaucoup plus adapté à la puce qui est embarquée. La question ensuite, ben, c'est à qui se destine ce type de machine? Alors, clairement, c'est pas une machine orientée gaming, mais malgré tout, on peut jouer avec. Pas dans les meilleures conditions, surtout pour les jeux récents, mais bon, ça peut faire quand même tourner un sacré paquet de jeux en adaptant les réglages. Et pour les jeux légers, pour les jeux compétitifs, indé ou rétro, ben ça peut faire le boulot, avec un écran 1080p 60 fps. Évidemment, on n'ira pas chercher les 100 Hz et plus avec ce type de matos. Mais bon, on est ici ben, clairement plus sur une machine pour travailler, et c'est vrai que dans ce cadre-là, ben, c'est vraiment pas mal du tout, et ça peut faire énormément de choses. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de trucs avec ce petit PC. Pour quelqu'un qui bosse sur Photoshop ou qui fait du montage, ou qui a besoin de virtual machine, ou pour faire un petit serveur, on peut aussi en faire un PC portatif en le couplant à des écrans portables. Hein. Vu le format, enfin, le petit PC passe dans un petit sac hyper facilement. Pour une machine à émulation, pour une bande d'arcade maison, ça peut faire le taf aussi. En serveur multimédia pour un petit PC de stream par exemple, mais sûrement tout un tas d'autres usages, bah, un petit PC aussi performant, c'est quand même plutôt pratique. Et c'est vrai que même en tant que PC secondaire pour le stream, par exemple, bah, le format est hyper séduisant. Si je compare à la taille que fait mon PC de stream actuel, on peut se poser la question, d'autant plus quand Twitch ouvrira enfin la porte à l'encodage H265 et EV1, hein, puisque là il est capable de le faire. Et ça, bon, par contre l'encodage H264 d'AMD à bas bitrate est quand même assez cracra, donc bon, en fait c'est un faux problème puisqu'on peut aussi utiliser le processeur directement pour faire du H264 sur Twitch, hein, le mini PC en est capable, en fait il est assez puissant pour ça. Alors après je dirais que le point faible pour un PC de stream ce serait un petit peu le manque de port USB, puisque c'est vrai que dans cet usage là il faut quand même beaucoup de ports USB, il y a beaucoup de périphériques à brancher, mais avec un hub USB ça pourrait être jouable. La seule chose qui moi me manquerait personnellement, c'est certaines fonctions Nvidia Broadcast, que j'utilise hein, pour le traitement du son par exemple, parce que bon j'ai pas les moyens d'isoler mon bureau au niveau de l'écho et tout ça, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'en tant que PC de stream, au niveau du format et tout, c'est quand même hyper séduisant. Et un autre usage par exemple, ce serait aussi en faire un PC de travail, couplé à un abonnement GeForce Now pour les gros jeux, ça pourrait en faire une machine plutôt sympathique, si on a la connexion internet pour. Et certains préféreront peut-être ce compromis-là plutôt que d'acheter une grosse tour, et avec une grosse carte graphique par exemple. Après on est d'accord, hein, on n'a pas forcément non plus besoin d'un mini PC aussi puissant pour tous les usages dont j'ai parlé aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que le format peut être intéressant pour pas mal de choses. Mais ça sera pas pour tout le monde, ni pour toutes les bourses non plus, puisqu'évidemment, quasiment 700 € pour ce modèle, ça sera pas accessible et ça fera pas sens pour tout le monde. Et évidemment,
Si on veut faire principalement du gaming, on peut faire un PC, une tour complète bien plus puissante, pour le même tarif que ce mini PC. Mais bon, je suis quand même assez curieux de voir comment le format va évoluer par la suite, puisqu'on sait aussi qu'on devrait avoir d'autres SoC, avec des parties graphiques plus performantes, de la part d'AMD, d'Intel, et pourquoi pas aussi d'NVIDIA et Qualcomm, et d'autres acteurs probablement, qui vont sans doute essayer de rentrer sur ce marché-là avec des processeurs ARM, vu que l'écosystème Windows PC ARM est en train de s'ouvrir. Et c'est vrai qu'une partie graphique suffisamment puissante pour remplacer une carte graphique d'entrée-gamme sur un format comme celui-ci, ça pourrait être assez séduisant pour pas mal de monde. Mais bon, clairement, on n'y est pas encore à l'heure actuelle. Après, on est également sur le point d'avoir la nouvelle génération de Ryzen d'AMD en Zen 5, avec les Ryzen AI et une nouvelle partie graphique intégrée en RDNA 3.5. Et on retrouvera aussi du Intel avec Lunar Lake et la nouvelle architecture Arc, qui finira probablement par arriver sur ce type de machine aussi. Donc bon, ce sera intéressant de voir les futurs produits par la suite. Sinon, pour ce modèle-là en particulier, est-ce que c'est le moment de l'acheter? Bon, à quelques semaines de la sortie de la nouvelle génération chez AMD, je dirais que non. Mais si Minisforum baisse le tarif de ce modèle-là en conséquence, ça pourrait faire sens. Bon bref, comme bien souvent, c'est surtout une histoire de tarif. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui pour ce mini PC. Comme d'habitude, si vous appréciez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a les ma chaîne YouTube, c'est débile, mais ça aide. Et si vous voulez me soutenir plus directement, vous pouvez le faire via la page Ko-fi de la chaîne, ainsi que les abonnements soutien YouTube. Et un énorme merci à tous les contributeurs passés, actuels et futurs. La chaîne continue de survivre en grande partie grâce à vous. Et puis du coup, on se retrouve très bientôt aussi pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut!